Plus de 60 attaques frappent encore l'est du Burkina Faso, alors que près de 70% des routes stratégiques ont déjà été reprises. Ce contraste entre violence persistante et routes rendues à la circulation dessine une ligne étroite où chaque trajet vers un marché, un puits ou une école reste un pari. Dans ce décor fragile, la présence d'Ibrahim Traoré auprès des troupes sert de repère visible, mais que vaut ce repère pour ceux qui vivent encore au rythme des sirènes ? À partir de quel moment peut-on vraiment parler de stabilisation quand la vie qui revient sur l'asphalte côtoie toujours la peur le long des fossés ? Les chiffres qui s'entrechoquent à l'est du Burkina Faso, plus de 60 attaques et 70% d'axes déjà rétablis, ne décrivent pas seulement une contradiction statistique, mais la condition même d'un pays qui tente de respirer sous pression. Restaurer une stabilité minimale pour relancer la vie quotidienne devient l'enjeu central, un objectif simple en apparence, mais extraordinairement coûteux à maintenir. Cette promesse, 10 mots à peine, expose pourtant un risque profond. Chaque rupture logistique peut inverser des semaines d'avancées fragiles. Le pari qui se dessine repose sur une équation délicate. Sécuriser suffisamment pour que la reconstruction locale ne s'effondre pas au premier choc. Les villages qui rouvrent leurs marchés l'après-midi ou leurs écoles quelques heures par semaine montrent que la stabilisation est possible, mais jamais acquise. La marge d'erreur se réduit encore lorsque les flux humanitaires ralentissent ou que les axes libérés redeviennent impraticables. La première rupture apparaît dans un constat sans détour. Plus de 60 attaques ont frappé l'est du pays entre janvier et mars, et malgré cela, près de 70% des axes stratégiques ont été rétablis. Ce décalage entre intensité de la violence et vitesse de reconstruction logistique constitue la clé d'entrée pour comprendre la dynamique actuelle. Ce glissement silencieux ne se lit pas comme une simple statistique. Il révèle une chaîne d'effets imbriqués, où chaque village abandonné pousse les unités régulières et les VDP à redessiner leurs lignes de défense. Les points de passage sécurisés deviennent alors des leviers logistiques permettant la circulation de convois qui, il y a encore quelques mois, restaient bloqués pendant des jours. Ces convois apportent eau, nourriture, systèmes de communication et parfois enseignants volontaires. À mesure que ces flux reprennent, les marchés locaux rouvrent par intermittence et certaines écoles accueillent de nouveau des enfants, même si les horaires restent irréguliers. Dans ce mouvement, les habitants se réapproprient des espaces qui semblaient durablement perdus. Pour de nombreuses familles, la possibilité de se rendre à un point d'eau restauré ou à un marché minimal mais vivant constitue déjà une victoire. Le moindre tronçon sécurisé devient un multiplicateur social. S'il tient une semaine, la rumeur de stabilité s'étend. S'il tient un mois, les retours familiaux commencent. Cette dynamique reste pourtant fragile. Chaque avancée matérielle peut être effacée par une attaque isolée sur un axe secondaire. Mais la tendance observable suggère un changement de rythme. Au lieu de réagir en permanence à la menace, les forces locales parviennent progressivement à imposer un tempo différent, où la reconstruction ne suit plus la violence, mais la précède. Dans ce contexte, la question posée dans l'ouverture trouve sa première réponse. La stabilisation n'est pas un statut, mais un enchaînement de micro-équilibres qui, mis bout à bout, redessine la carte du possible. Dans les premières semaines de réouverture partielle, deux scènes distinctes permettent de comprendre comment la reconstruction s'est ancrée dans le quotidien. La première se déroule dans un camp avancé, où les soldats, épuisés par des patrouilles incessantes, voient arriver une délégation silencieuse du gouvernement. Parmi eux, des VDP venus de villages voisins décrivent des journées faites d'alertes, de longues attentes et de déplacements sous tension. Pourtant, lorsque les convois commencent à circuler de nouveau sur les axes récemment restaurés, la fatigue laisse place à un sentiment inattendu, celui d'un appui tangible. Ce microcase montre que la stabilisation commence par une perception très simple, ne plus se sentir seul. Le second exemple se trouve dans un village qui vient tout juste de rouvrir son marché après plusieurs mois d'isolement. Quelques étals seulement, quelques sacs de mil, quelques fruits, mais une présence humaine retrouvée. Les habitants expliquent que ce marché minimal ne garantit pas la paix. Il permet cependant le retour de l'eau, des enseignants et d'un commerce de proximité capable de maintenir les familles en place. Cette reprise fonctionnelle
modeste mais régulière, modifie la manière dont les habitants évaluent leur sécurité. Ce n'est plus l'absence totale de menaces qui compte, mais la possibilité de reprendre des gestes quotidiens sans craindre chaque détour de route. Ces deux scènes, l'une militaire et l'autre civile, révèlent une même logique. La stabilisation se construit d'abord à l'échelle du terrain, dans des espaces réduits où les avancées matérielles changent immédiatement les comportements. Le déclenchement se produit au tout début de l'année, lorsque plus de 60 attaques frappent l'est du pays en quelques semaines. Les routes deviennent impraticables, les convois se dispersent, les points d'eau sont abandonnés, et les villages isolés sombrent dans un silence chargé de crainte. Chaque heure perdue aggrave l'isolement, car les familles n'ont plus accès ni au marché ni aux soins. Les unités régulières tentent de redéployer leurs forces, tandis que les VDP, débordés, s'appuient sur des réseaux informels pour maintenir quelques passages ouverts. Le chaos s'installe rapidement et redéfinit les priorités. Il ne s'agit plus d'avancer, mais simplement de maintenir des lignes vitales qui se referment les unes après les autres. Le point de bascule arrive lorsque les ingénieurs militaires parviennent à restaurer simultanément plusieurs axes stratégiques. Ce rétablissement, inattendu par son rythme, provoque une inversion presque immédiate de la dynamique au sol. Les unités motorisées regagnent de la mobilité, les convois repartent et les villages libérés deviennent des relais pour les opérations suivantes. Les VDP, désormais plus de 100 000, renforcent les points sensibles et opèrent avec une autonomie nouvelle, rendant les attaques plus difficiles à coordonner pour les groupes armés. Les drones fabriqués localement identifient plus d'une centaine de camps ennemis en l'espace de 6 mois, réduisant drastiquement le risque d'embuscade et permettant des interventions ciblées. Le retour de l'eau potable s'accélère grâce à la restauration de plus de 300 puits, tandis que 40 écoles rouvrent dans les zones les plus touchées. Cette reprise n'efface pas la peur, mais elle modifie l'énergie collective. Ce qui stagnait recommence à circuler. Ibrahim Traoré apparaît régulièrement près des lignes avancées, non pour annoncer des victoires, mais pour maintenir une cohésion que les soldats jugent indispensable. La phase de résonance, plus lente mais décisive, s'installe lorsque le pays passe du chaos total à une instabilité structurée. Les marchés ouvrent quelques heures par jour, les familles reviennent prudemment dans leurs maisons et les zones frontalières deviennent moins perméables aux infiltrations. Cependant, chaque avancée matérielle entraîne son lot de contradictions. L'ONU signale une baisse de 35% des attaques, mais les pertes humaines dépassent 150 morts, rappelant que le répit ne signifie pas apaisement. Les travaux de reconstruction sont fréquemment interrompus lors des alertes, et plusieurs villages situés sur des corridors disputés connaissent encore des allers-retours éprouvants. Les équipes locales doivent composer avec des chantiers qui progressent en alternance. Une journée d'élan suivie d'une journée d'arrêt. Le Premier ministre se rend à Tenko, geste silencieux mais symbolique, rappelant que l'État ne se retire pas au moment le plus critique. Cette présence politique, jointe à la mobilisation communautaire, permet de maintenir un fil de continuité à travers les secousses. Dans ce rythme irrégulier, chaque route restaurée devient un pari, chaque puits réparé un ancrage, chaque école rouverte un signe fragile mais réel de normalisation. Le pays avance non pas par grands tournants, mais par une succession de pas courts qui, mis bout à bout, recomposent une trajectoire de survie élargie. La bascule vers une stabilisation mesurable repose sur 3 indicateurs clés qui, une fois rassemblés, dessinent une trajectoire distincte de celle observée durant les phases de crise aiguë. Le premier indicateur, la baisse de 35% des attaques signalées par l'ONU, ne marque pas une victoire décisive, mais une inflexion nette dans la dynamique du conflit. Cette diminution indique que les groupes insurgés perdent leur capacité de saturation territoriale après plusieurs mois d'opérations coordonnées. Ce recul proportionnel montre que la pression militaire commence à fragmenter les réseaux d'attaque existants. La menace ne disparaît pas, mais elle se concentre dans des zones plus isolées, ce qui modifie profondément la géographie du risque pour les civils comme pour les convois humanitaires. Le deuxième indicateur s'appuie sur la restauration de plus de 300 puits, élément matériel mais déterminant dans la transformation des habitudes quotidiennes. Ce volume de points d'eau réparés réduit drastiquement les trajets dangereux effectués par les familles rurales vers des sources éloignées. Chaque puits restauré diminue l'exposition aux embuscades de manière immédiate et mesurable. Cette accessibilité nouvelle crée un effet ricochet.
Lorsque l'eau revient dans un rayon raisonnable, les ménages reprennent des routines stables, les petits producteurs irriguent à nouveau leur culture locale et les marchés périphériques retrouvent un minimum d'approvisionnement. Ce simple geste technique, remettre en service un puits, devient un multiplicateur de stabilité sociale là où les structures étatiques étaient trop affaiblies pour compenser l'absence d'infrastructures. Le troisième pivot quantitatif réside dans la réouverture de 40 écoles, un chiffre qui dépasse le cadre éducatif pour devenir un véritable marqueur de résilience communautaire. Ces établissements servent de centres logistiques secondaires, capables d'accueillir des distributions humanitaires, des réunions locales et des points de coordination entre enseignants, VDP et responsables communautaires. Une école rouverte crée immédiatement un point fixe autour duquel les habitants réorganisent leur quotidien. Le retour des enfants dans les salles, même de manière partielle, réduit le temps d'errance, favorise la cohésion sociale et encourage un mouvement discret mais constant de réinstallation des familles déplacées. Ces trois données, attaques en baisse, puis restaurées, écoles rouvertes, ne doivent toutefois pas être interprétées isolément. Leur interaction forme une architecture nouvelle, où chaque élément renforce l'autre. La sécurisation relative des axes permet d'acheminer les matériaux nécessaires à la réparation des points d'eau. Ces points d'eau stabilisent ensuite les villages autour desquels les écoles peuvent reprendre leurs activités. Ce cycle, fragile mais reproductible, produit un effet systémique. Lorsque l'un de ces piliers tient, le suivant devient plus facile à maintenir. Lorsque les trois s'alignent, même brièvement, la perception locale de la stabilité change immédiatement. Mais cette dynamique repose sur un équilibre précaire. La moindre coupure logistique peut entraîner une série de ruptures en cascade, puis abandonnées, écoles fermées, axes désertés, marchés suspendus. Les acteurs locaux le savent et adaptent leur stratégie en conséquence. Les VDP se déploient en priorité autour des circuits hydrauliques et des couloirs scolaires, non par hasard, mais parce que ces deux infrastructures concentrent la plus grande partie de la vie quotidienne. Les forces régulières, quant à elles, sécurisent les tronçons où les convois circulent régulièrement pour ne pas rompre le fil qui maintient l'ensemble. Ainsi, la stabilisation mesurable n'est pas un horizon lointain, mais une succession de seuils concrets rendus visibles par trois chiffres qui structurent désormais la lecture du terrain. Le premier argument critique affirme que la militarisation croissante du pays pourrait fragiliser durablement les institutions civiles. Selon cette lecture, l'extension du rôle des VDP, bien qu'efficace dans l'urgence, risque d'installer une logique où la sécurité locale supplante progressivement les mécanismes administratifs classiques. Plusieurs analystes du Sahel évoquent des précédents récents. Lorsque les milices communautaires deviennent incontournables, l'État tend parfois à se replier sur des fonctions strictement sécuritaires, au détriment de la gestion civile. Dans ce scénario, l'autonomie opérationnelle des VDP, plus de 100 000 membres, serait un symptôme d'un glissement possible vers une centralisation du pouvoir ou une dépendance excessive à la logique militaire. Le second argument, à l'inverse, considère la défense communautaire comme la seule réponse réaliste à un territoire vaste, fragmenté et profondément exposé. Les VDP, composés d'agriculteurs, d'enseignants et d'artisans, représentent alors une forme de souveraineté populaire, capable d'intervenir là où l'armée régulière ne peut pas déployer suffisamment d'unités. Selon cette perspective, la montée en puissance des drones fabriqués localement, ayant identifié plus de 100 camps ennemis en 6 mois, renforce cette efficacité territoriale. Les défenseurs de cette approche soulignent que sans les structures locales, les routes restaurées 70% des axes stratégiques se refermeraient en quelques jours, rendant impossible la reprise économique observée dans plusieurs villages. La réponse nuancée se situe entre ces deux positions. Les données disponibles montrent que la baisse de 35% des attaques, la restauration de plus de 300 puits et la réouverture de 40 écoles ne sont pas uniquement le produit d'une militarisation croissante. Elles résultent d'une combinaison rare, défense locale, reconstruction logistique et présence politique continue. Dans cette articulation, Ibrahim Traoré joue un rôle de garant plutôt que d'architecte, reliant les opérations militaires à la reconstruction civile, de manière pragmatique. La dynamique observable sur le terrain suggère donc que la véritable question n'est pas de choisir entre ordre militaire
et institutions civiles, mais de comprendre comment conserver leur complémentarité jusqu'à ce que les infrastructures restaurées puissent soutenir une gouvernance stable. Dans plusieurs villages libérés, le quotidien ne dépend plus principalement des opérations militaires, mais des signes ténus d'un retour volontaire des populations. Les marchés rouvrent quelques heures par jour, les écoles reprennent des cours irréguliers, et les points d'eau restaurés attirent des familles qui n'osaient plus traverser les zones disputées. Cette dynamique, discrète mais persistante, révèle un changement majeur. La stabilisation ne se mesure plus seulement en kilomètres sécurisés, mais en gestes sociaux qui reviennent. La présence continue des VDP transforme chaque route protégée en ancrage social, offrant aux enseignants, commerçants et cultivateurs des espaces où réapparaît une routine minimale. Dans cette transition, les habitants cessent d'être de simples indicateurs et redeviennent des acteurs du terrain. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré apparaît moins comme un commandant que comme un stabilisateur. Sa circulation constante entre lignes avancées et zones civiles sert de pont symbolique entre défense locale et reprise matérielle. La fracture n'est plus militaire, elle devient sociétale. Ce midpoint marque le passage d'une dynamique réactive à une dynamique reconstruite par la base, dont la cohésion dépend désormais autant des communautés que des forces de sécurité. Dans ce passage, les citoyens et la restauration progressive de plus de 300 puits modifient directement les comportements des familles rurales. Les trajets vers des points d'eau éloignés, autrefois synonymes d'embuscade, deviennent moins fréquents, permettant aux ménages de rétablir des routines essentielles. Les 40 écoles rouvertes, même avec des horaires irréguliers, créent des repères quotidiens autour desquels se reconstitue la vie communautaire. Les villages, qui n'étaient plus que des lieux de passage incertains, redeviennent des espaces habitables. Cette stabilisation perceptible encourage les familles déplacées à envisager des retours progressifs et redonne une forme de cohésion sociale à des zones longtemps fragmentées. Dans ce passage, les activités économiques, les marchés, ouverts quelques heures par jour, génèrent une circulation minimale mais régulière de produits essentiels. Cette reprise partielle empêche l'envolée des prix observée lors des premières semaines de chaos. Grâce aux 70% d'axes stratégiques restaurés, les commerçants rétablissent des circuits de distribution et les petits producteurs peuvent à nouveau écouler leurs récoltes. Les VDP sécurisent les zones de transaction, rassurant vendeurs et acheteurs. Cette dynamique modérée mais constante relance les liens économiques locaux et redonne un rôle central aux villages situés sur les corridors stabilisés. Dans ce passage, l'État et ses institutions. La baisse de 35% des attaques signalées par l'ONU permet au gouvernement de regrouper ses ressources administratives plutôt que de les éparpiller sur tous les fronts. Les déplacements du Premier ministre dans les camps avancés réduisent la perception d'un État lointain, tandis que la présence régulière d'Ibrahim Traoré sur certaines lignes symbolise une gouvernance au contact. Les infrastructures rétablies, puis routes, écoles, deviennent des relais pour la coordination civilo-militaire. Cette présence institutionnelle stabilise la prise de décision, évite les réactions désordonnées et crée un espace où l'administration peut fonctionner sans être constamment interrompue par des urgences sécuritaires. Dans ce passage, l'impact régional. Les reconquêtes successives dans l'est du pays produisent un effet de ricochet sur les frontières avec le Niger et le Bénin. Les flux de groupes armés deviennent plus difficiles à dissimuler, et la surveillance accrue, notamment grâce aux drones locaux ayant identifié plus de 100 camps ennemis, modifie les équilibres régionaux. Les États voisins réajustent leur lecture de la stabilité burkinabé, ce qui favorise une coopération sécuritaire plus dense. Ces progrès, même partiels, redonnent au pays une capacité d'initiative dans un environnement où il avait longtemps subi les dynamiques extérieures. Dans l'ensemble, ces 4 ensembles d'effets ne forment pas une dynamique homogène, mais une mosaïque de stabilisation partielle, chacune dépendante de la continuité des routes, des écoles, des puits et de la capacité des communautés à réinvestir leur territoire. Ce réseau d'avancées, fragile mais réel, trace une ligne ascendante qui révèle un pays en reconstruction graduelle.
Dans ce passage, stabilisation progressive. Si les tendances actuelles se maintiennent, le pays entrerait dans une phase de consolidation lente mais tangible. Les routes restaurées, déjà 70% des axes stratégiques, continueraient d'alimenter les marchés locaux et de réduire les poches d'isolement. Les plus de 300 puits réparés ancreraient des routines sûres dans les villages, permettant aux familles d'éviter les déplacements risqués. Les 40 écoles rouvertes joueraient un rôle de cohésion, attirant les enfants et structurant les journées. Dans ce scénario, les VDP garderaient une fonction essentielle, tandis que l'État renforcerait sa présence sans glisser vers une centralisation excessive. La trajectoire resterait fragile, mais suffisamment stable pour éviter un retour immédiat à l'insécurité généralisée. Dans ce passage, recomposition accélérée. Si les opérations militaires et civiles parviennent à converger sans rupture, la baisse de 35% des attaques pourrait s'amplifier. Les drones locaux, déjà capables d'identifier des camps ennemis avec précision, joueraient alors un rôle de prévention en détectant plutôt les mouvements hostiles. Les infrastructures restaurées deviendraient des vecteurs d'activité, attirant commerçants et producteurs dans les zones rurales restructurées. Dans cette configuration, l'effet psychologique d'une gouvernance présente, illustré par les déplacements constants d'Ibrahim Traoré, renforcerait la confiance des communautés. Le pays amorcerait alors une transition vers une stabilité plus dense, marquée par le retour progressif des familles déplacées. Dans ce passage, revers et fragmentation, si les routes sécurisées venaient à être coupées de nouveau, l'effet domino serait immédiat. Marchés interrompus, écoles fermées, puits abandonnés, flux logistiques brisés. Les VDP, surexposés, se retrouveraient isolés face à des groupes armés capables de se réorganiser rapidement. Dans ce scénario, certaines régions replongeraient dans une vulnérabilité comparable aux phases les plus dures du conflit. L'État devrait alors répartir ses ressources sur trop de fronts et la pression internationale augmenterait, exposant le pays à un risque d'isolement diplomatique. L'instabilité redeviendrait structurelle, avec des zones entières échappant à toute forme de continuité administrative. Dans ces trois chemins possibles, le facteur déterminant n'est pas un événement unique, mais la capacité collective à maintenir ouvertes les lignes vitales, routes, eau, écoles, qui soutiennent désormais l'équilibre du territoire. Pour les habitants des zones rurales, les transformations observées depuis le début de l'année prennent la forme de gestes concrets plus que de discours. Les puits restaurés réduisent les trajets dangereux, les routes reprises rouvrent les marchés et les écoles accueillent à nouveau des enfants qui avaient perdu tout repère. Ces signes modestes mais réguliers redonnent une continuité au quotidien. Ils rappellent que la stabilité ne naît pas d'un événement spectaculaire, mais d'une accumulation de petites sécurités retrouvées, un chemin plus lent mais plus solide que celui des annonces rapides. Pour les observateurs extérieurs, ces évolutions obligent à revoir la grille de lecture habituelle des crises sahéliennes. Le pays ne suit plus uniquement une trajectoire d'effondrement ou de reprise brutale. Il s'installe dans un modèle hybride où la reconstruction matérielle avance malgré une menace persistante. Cette nuance modifie la manière d'interpréter les chiffres. Une baisse de 35% des attaques n'efface pas les tensions, mais elle révèle une réorientation de l'espace du risque, un déplacement progressif des zones les plus vulnérables vers les marges. Pour ceux qui suivent l'actualité du Burkina Faso depuis l'étranger, cette séquence raconte une autre facette du pays. Une facette où les communautés locales jouaient un rôle moteur, où les infrastructures réparées deviennent des points d'appui, où les familles déplacées testent prudemment un retour. Elle montre qu'un pays peut se réinventer non pas en changeant de stratégie, mais en consolidant des micro-espaces de stabilité jusqu'à ce qu'ils se rejoignent. Deux gestes simples émergent pour les publics concernés: s'informer avec rigueur et soutenir les initiatives locales qui renforcent la cohésion sociale. Dans ce passage, 8 heures pour éviter l'épuisement. La solidité de cette étape se mesure par deux indicateurs simples: la continuité des convois humanitaires et la capacité des marchés à fonctionner au moins 3 jours par semaine. Si ces deux critères se maintiennent, la ligne logistique devient un socle solide. Dans ce passage, réduire le nombre de villages dépendant de sources d'eau externes. Quand une communauté accède à l'eau à moins de 2 km,
elles retrouvent une autonomie minimale qui limite les déplacements risqués. Les écoles rouvertes, même partiellement, structurent ensuite les journées et renforcent la cohésion locale. Dans ce passage, militaire. Les patrouilles mixtes doivent coordonner leurs interventions avec les responsables communautaires afin d'éviter les zones d'ombre, souvent utilisées pour des infiltrations rapides. Le progrès se mesure alors par la diminution des interruptions de chantier lors des alertes. Plus les travaux avancent sans suspension, plus la confiance locale s'enracine. Dans ce passage, notamment ceux d'Ibrahim Traoré, maintiennent un lien direct entre décisions nationales et réalité quotidienne. La réussite de cette étape se vérifie par l'augmentation du nombre de villages acceptant de réinstaller les familles déplacées, signe d'une confiance renouvelée dans la trajectoire en cours. Dans le camp de Tenko, les silhouettes poussiéreuses des soldats rappellent ce moment fondateur où le Premier ministre avait traversé les rangs sans un mot. Cette scène, évoquée plus tôt, trouve un écho inattendu dans les villages où les enfants franchissent à nouveau la porte des écoles rouvertes et où les étals fragiles réapparaissent sur les marchés. Les habitants racontent que la fatigue demeure, mais qu'elle ne domine plus entièrement leur journée. Chaque geste du quotidien, même hésitant, prolonge ce fil discret entre danger et reconstruction. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré ne se présente ni comme un symbole figé, ni comme un commandant distant, mais comme un point de passage qui relie l'effort militaire au retour social. Sa présence sur le terrain rappelle que la résistance ne se mesure pas seulement au front, mais dans la persistance des gestes simples qui redonnent une forme de dignité collective. Le motif de Tenko, un silence, une marche, une continuité, devient ainsi la métaphore d'un pays qui avance sans éclat, mais sans renoncer. La dignité renaît dans les gestes quotidiens. Le pays avance désormais dans une lumière encore instable, semblable à ces fins d'après-midi où les routes rouges du Burkina Faso reprennent vie sans bruit. Les villages libérés ne célèbrent pas leur retour par de grands discours, mais par des gestes simples. Un marché qui rouvre, une classe qui se remplit, une famille qui retrouve sa maison. Ce sont ces signes discrets, presque fragiles, qui tissent la trame réelle de la reconstruction. Pourtant, comprendre ce moment dépasse largement la simple observation. Cela implique de suivre les récits du terrain, de s'informer avec rigueur et de relier les expériences de ceux qui vivent en la reprise à ceux qui la suivent de loin. Dans cet espace mouvant, chaque voix compte, celle des habitants, des volontaires, des enseignants, mais aussi de ceux qui souhaitent accompagner, documenter ou seulement comprendre la trajectoire en cours. La stabilité qui se construit, pas à pas, n'appartient pas uniquement aux institutions. Elle dépend aussi de l'attention collective, de la manière dont chacun choisit d'écouter ou de transmettre.